Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, lors du premier cours, nous nous sommes intéressés aux agents agresseurs du système auditif, aux gènes impliqués dans la susceptibilité à ces agents agresseurs et à la pathogénie des atteintes auditives sous-jacentes. Nous avons vu qu'aussi bien la susceptibilité aux aminoglycosides que celle aux cisplatines s'exprimait lors de l'atteinte de l'organe sensoriel auditif, la cochlée, par une augmentation des espèces réactives de l'oxygène, ERO en français, abrégé en ERO, et en anglais, vous connaissez davantage sans doute sous le terme de ROS, et qui sont également impliqués dans les processus donc pathogéniques très divers. Alors, en quelque sorte, nous avons vu le versant pathogénique des ROS, qui est le résultat d'un rapport non équilibré entre la production des espèces de l'oxygène et les capacités antioxydantes de la cellule, c'est-à-dire d'un trouble de l'homéostasie oxydoréductrice, dite homéostasie redox. Alors, elle est certes le fait d'une production accrue de radicaux libres, mais d'une baisse aussi, d'une concentration non équilibrée en espèces antioxydantes. Alors, elle survient dans les espèces aérobiques lorsque les systèmes antioxydants sont donc insuffisants pour contrecarrer les effets des espèces réactives de l'oxygène. Ces oxydants appartiennent à trois groupes. Ces antioxydants appartiennent à trois groupes, des enzymes, des substrats endogènes et des substrats exogènes. Depuis longtemps, on sait que les espèces réactives de l'oxygène endommagent les macromolécules du vivant. ADN, protéines, lipides. Voici ici ces espèces réactives de l'oxygène, qui sont donc les espèces radiculaires, et donc la définition d'un radical libre est une espèce chimique qui possède un électron célibataire non apparié. La surprise dans le champ fut la découverte en 1995 du fait que ces espèces, et nous verrons en réalité qu'il ne s'agit que ces espèces, et nous verrons en réalité que l'espèce dont il s'agit n'est pas à proprement parler une espèce réactive de l'oxygène, mais un produit dérivé et intermédiaire, le peroxyde d'hydrogène que nous avons déjà évoqué lors du cours précédent, H2O2, est un agent de la transduction cellulaire à l'état physiologique et donc perturbé dans certaines conditions pathologiques. Un nouveau concept est né alors, celui d'une transduction intra- et intercellulaire médiée par le statut redox de composants présents dans diverses voies. C'est tout d'abord le rôle du peroxyde d'hydrogène, donc H2O2, qui a été découvert comme médiant la réponse, ou plutôt régulant la réponse à certains facteurs de croissance. En conséquence, la transduction du signal, qui communément, jusqu'à présent, vous considérez qu'elle est principalement due aux événements de phosphorylation et déphosphorylation, a acquis une autre dimension en impliquant le peroxyde d'hydrogène. Grâce à cette nouvelle signalisation, nous allons voir que quantité de processus physiologiques en dépendent. Alors, je vais tout d'abord introduire ce qu'est la signalisation redox dans ses aspects biochimiques,
Puis nous nous intéresserons aux aspects cellulaires. Nous verrons que le principe de cette transduction repose bien sûr, comme la transduction phosphorylation-déphosphorylation, sur des changements de conformation des protéines qui vont avec des changements de leurs propriétés, propriétés enzymatiques, propriétés d'interaction. Et nous verrons donc qu'elle est médiée, non pas bien sûr par phosphorylation-déphosphorylation, encore que, comme nous le verrons, elle peut agir sur l'état de phosphorylation de certaines protéines, mais son principe, le principe de cette signalisation, c'est le changement du groupe thiol des cystéines qui peut passer donc du groupe SH qui peut être oxydé en disulfide SS. Quel est l'impact de cette signalisation? En réalité, on sait maintenant qu'elle se manifeste partout. La multiplication des cellules normales en dépend. La prolifération néoplasique en dépend. La multiplication des cellules souches aussi. La différenciation des cellules également. On sait par ailleurs que les cellules sont capables de développer des mécanismes d'adaptation au stress oxydant qui vont entre autres leur permettre d'échapper à l'action des agents antinéoplasiques. On suppose, mais il y a sur ce point, comme nous aurons l'occasion de le voir, des données contradictoires, qu'elle est hautement impliquée dans le vieillissement, elle l'est dans l'apoptose, elle l'est dans le diabète, elle l'est dans le cancer. Pour passer de la connaissance biochimique au déchiffrage de ces voies de signalisation, depuis moins d'une dizaine d'années, des méthodes de détection de ces espèces réactives de l'oxygène, ou plutôt du statut d'oxydoréduction de la cellule, ont été développées. Une avancée importante a consisté en l'élaboration de biosenseurs du statut redox qui peuvent être détectés par imagerie. Alors, nous verrons l'apport de ces outils à la compréhension de la signalisation redox à travers quelques exemples. Les mécanismes sous-jacents de ces effets de signalisation redox passent par quantité de voies possibles, signalisation via des récepteurs, signalisation via la transcription, l'épigénèse aussi, élimination des protéines mal repliées. J'ai décidé de me concentrer sur des aspects plus intégrés de la signalisation redox et qui mettent en lumière l'existence d'une signalisation à distance. Je n'aurai sans doute pas le temps d'évoquer le dialogue au niveau de ces espèces réactives de l'oxygène et du peroxyde d'hydrogène entre la mitochondrie et le réticulum endoplasmique, mais je m'intéresserai aux éléments qui montrent que la mobilité des organelles elle-même est un modulateur de la signalisation redox. Et puis, audition oblige, nous rechercherons dans la littérature concernant les surdités, les formes de surdité pour lesquelles on pense, pour l'instant on peut dire seulement on pense, qu'il y a atteinte du statut redox de la cochlée. Alors, nous allons tout d'abord voir les étapes de la formation de ce signal redox, c'est-à-dire de la signalisation redox, c'est-à-dire la formation du peroxyde d'hydrogène, dont je vais vous le montrer tout à l'heure,
je vous rappelle que ce n'est pas à proprement parler une espèce réactive de l'oxygène, mais vous allez voir qu'elle est formée à partir d'une espèce réactive de l'oxygène et qu'elle peut se décomposer en donnant des espèces réactives de l'oxygène. Alors, tout débute par la transformation de l'oxygène moléculaire en anion superoxyde. Comment est produit l'anion superoxyde? Deux voies. Réduction de l'oxygène moléculaire dans la mitochondrie, nous en avons parlé lors du premier cours, au niveau de deux complexes mitochondriaux de la chaîne de transport des électrons, le complexe 1 et le complexe 3. Vous les voyez ici figurés avec la formation de l'anion superoxyde au niveau du complexe 1 et au niveau du complexe 3, et entre les deux, le coenzyme Q qui joue un rôle essentiel dans le transport des électrons. L'autre source de ces anions superoxydes, ce sont les NADPH oxydases. Ce sont en réalité de gros complexes moléculaires que l'on trouve dans la membrane plasmique et dans le réticulum endoplasmique. Elles sont abrégées en OX ou en DUOX, DUOX indiquant une fonction duale, c'est-à-dire qu'à la fonction d'oxydase est associée une fonction dite de type peroxydase. Alors, ces NADPH oxydases ont tout d'abord été trouvées dans les cellules phagocytaires. Ce sont donc de gros complexes moléculaires membranaires dont certaines sous-unités sont dénommées par Fox pour indiquer le fait qu'elles ont été trouvées dans les cellules phagocytaires. Alors, elles sont impliquées, vous allez voir, dans certaines cascades de signalisation. Je passe tout de suite à la production de notre agent de signalisation, le peroxyde d'hydrogène. Le peroxyde d'hydrogène est donc produit à partir du superoxyde, de l'anion superoxyde, comme nous venons de le voir. Il est produit donc via ce groupe d'enzymes que l'on appelle superoxyde dismutase, dont il existe trois formes, localisées dans le cytoplasme, la mitochondrie et l'espace extracellulaire. Leur site actif pour la superoxyde dismutase 1 contient du cuivre et du zinc, la 2 contient du manganèse et la 3, comme la première, du cuivre et du zinc. Vous voyez ici donc la réaction de formation du peroxyde d'hydrogène. Le peroxyde d'hydrogène n'a pas pour unique origine l'anion superoxyde. Il est aussi produit dans d'autres compartiments. Le peroxysome, le cytoplasme et la mitochondrie. Le petit encadré que vous voyez ici à côté du peroxysome indique les multiples oxydases qui sont capables de produire du peroxyde d'hydrogène. C'est principalement dans la voie d'oxydation des acides gras à très longue chaîne ou des acides gras branchés dans le peroxysome, grâce à cette voie qu'est formé le peroxyde d'hydrogène, d'où le nom qui a été donné à cet organelle dont nous parlerons essentiellement la semaine prochaine. Puis deux autres oxydases, une xanthine oxydase et une monoamine oxydase, peuvent donner donc naissance au peroxyde d'hydrogène.
Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le peroxyde d'hydrogène est un agent de signalisation. Pourquoi? Parce qu'il diffuse. Il diffuse parce qu'il est peu réactif. Il ne va pas tout de suite réagir avec les espèces moléculaires qu'il rencontre. En revanche, son potentiel danger vient du fait qu'il peut spontanément donner naissance à des radicaux hydroxyles. Alors, nous avons donc formé du peroxyde d'hydrogène. Que va devenir ce peroxyde d'hydrogène? Son devenir dépend d'une balance entre sa dégradation en eau et sa capacité à opérer la signalisation via le jeu que j'ai mentionné tout à l'heure des thiols oxydés, les disulfides versus les thiols décystéines. Les estimations donnent aujourd'hui qu'il existe au moins 500 protéines qui pourraient appartenir à cette signalisation redox. Quant au groupe thiol susceptible d'intervenir dans cette signalisation redox, au niveau des protéines, on estime que leur concentration cellulaire est de 5 millimolaires. Alors, voyons donc le volet réduction du peroxyde d'hydrogène en eau. Vous voyez ici indiquées deux voies parallèles. Toutes les deux ont bien sûr des peroxydases en dernier ressort qui vont transformer le peroxyde d'hydrogène en eau. La voie du bas utilise comme dernière enzyme la glutathion peroxydase et celle du haut les peroxyrédoxines. Vous voyez donc ici l'action peroxydasique. Toutes ces molécules possèdent des cystéines, c'est-à-dire donc, qui possèdent ces groupements thiol, SH, mais dans certaines d'entre elles, le groupement soufre est remplacé par un groupement sélénium. On parle de sélénoprotéines. Les sélénocystéines constituent le 21e acide aminé. Attention, il est codé par un codon stop, UGA. Quand vous découvrez une nouvelle protéine et que vous identifiez comme codon stop un UGA, soyez vigilants, il peut s'agir d'une sélénocystéine. Les deux composants ici encadrés sont des agents majeurs de la signalisation redox, le glutathion ici avec son groupement thiol, oxydé en disulfide, et en haut la thiorédoxine. Alors, les glutathions peroxydases en fait ont deux fonctions. Ils réduisent le peroxygène libre en eau et ils réduisent aussi les hydroxyperoxydes en alcool. Dans le système glutathion, celui du bas, donc, nous avons vu l'étape ultime, l'étape de peroxydase, et le rôle du glutathion qui passe donc de réduit à oxydé, qui doit être réduit à nouveau pour être actif et qui implique donc pour ce faire une glutathion réductase.
La glutathion réductase a pour coenzyme un FAD, mais ce FAD lui-même nécessite, pour être actif, de l'intervention du NADPH que vous voyez ici, fourni par la voie des pentoses et fourni également par la respiration mitochondriale. Donc l'ensemble du système est alimenté par le NADPH. Alors le glutathion et la glutathion peroxydase. Alors le glutathion, donc c'est un tripeptide, je vais passer assez vite, formé de cystéine, d'acide glutamique et de glycine. Ce sont les groupements SH de la cystéine qui interviennent donc dans son état d'oxydation et de réduction. Il est très concentré dans les cellules, à l'état réduit dans 90% et oxydé donc dans 10% en règle générale dans les cellules. C'est une excellente mesure de l'état de l'homéostasie redox dans les cellules. Alors, vous voyez ici donc comment agissent les glutathions peroxydases qui ont donc besoin du glutathion réduit pour faire passer l'eau oxygénée en eau. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure, j'y reviens, l'autre voie à travers les peroxyrédoxines. Alors, les peroxyrédoxines, elles, font intervenir pour leur maintien, soit sous forme oxydée, soit sous forme réduite, les thiorédoxines. Et les thiorédoxines sont maintenues dans un état de réduction grâce aux thiorédoxines réductases qui utilisent à nouveau le NADPH. Passons aux peroxyrédoxines, donc qui sont des peroxydases. Elles sont elles aussi très exprimées. Elles comportent le motif cystéine, deux acides aminés quelconques, cystéine. Elles sont régulées par la phosphorylation, bien sûr par l'oxydoréduction et par leur oligomérisation. Elles sont inactivées par hyperoxydation et alors leur composant SH passe sous forme acide sulfénique. Là, l'inactivation n'est pas complète parce que l'on peut avoir, donc voici ici ce composé des peroxyrédoxines avec acide sulfénique. Là, il y a une réversibilité qui est possible grâce à une enzyme ici abrégée en SRX, la sulfirédoxine. Je reviens sur les thiorédoxines. J'espère que vous n'êtes pas trop perdus. Donc ici, nous venons à l'envers, les peroxyrédoxines, les thiorédoxines. Je ne parlerai pas des réductases. Alors, les thiorédoxines. Donc, ce sont des enzymes qui contrôlent le métabolisme redox et qui ont donc un rôle majeur dans l'échange disulfide-thiol. Elles existent dans tous les organismes vivants. Elles ont une structure tridimensionnelle très caractéristique. Si vous isolez une nouvelle protéine et que vous vous demandez s'il peut s'agir ou non d'une thiorédoxine, la meilleure façon de trancher, c'est d'utiliser des programmes qui vont vous permettre de prédire sa structure tridimensionnelle. C'est une véritable signature des thiorédoxines. Et donc, leur site actif comporte toujours un thion disulfide. Et elles ont en plus plusieurs motifs de type CXXC. Et nous avons vu qu'elles dépendent de la thioréductase
pour être maintenue dans l'état d'oxydoréduction adéquate qui dépend elle-même du NADPH2. Donc, voici ici la structure tridimensionnelle des thiorédoxines. Ici, bactérienne, je vais ici me concentrer sur les thiorédoxines des mammifères. Typiquement, vous voyez, leur cœur est formé de 5 feuillets bêta et autour s'organisent 4 hélices alpha. Même chose ici, avec donc un code couleur qui a permis donc de prédire le repliement de cette thiorédoxine. Alors, 2 voies, c'était déjà beaucoup, mais en réalité, il y en a une troisième. La troisième voie, nous la verrons amplement la semaine prochaine, puisque nous discuterons du peroxysome. La troisième voie n'a rien à voir avec les 2 voies que je viens de mentionner, et donc qui mettent à profit des enzymes, comme nous le reverrons, qui sont situées dans les divers compartiments de la cellule. La dernière voie est la voie de la catalase des peroxysomes. C'est une enzyme totalement différente et qui, elle aussi, va transformer l'eau oxygénée en eau. Alors maintenant, on va passer, nous avons vu la dégradation. Si le peroxyde d'hydrogène échappe à la dégradation, il va être utilisé pour la signalisation. La signalisation, et nous continuons par quelques petits schémas, mais je ne vais pas être très longue. La signalisation se fait via des enzymes, des rédoxines, la glutarédoxine que nous n'avons pas encore vue, abrégée en G majuscule RX, et la thiorédoxine que nous avons déjà vue tout à l'heure. Et puis, le peroxyde d'hydrogène peut oxyder directement des molécules. Alors, un mot sur les glutathion-rédoxines ou glutarédoxines. Elles sont, elles, très comparables aux thiorédoxines. Elles existent dans tous les organismes vivants. Leur structure tridimensionnelle est proche de celle des thiorédoxines. Elles comportent aussi dans leur site actif des cystéines qui peuvent être, dont le groupement peut être soit sous forme, le groupement qui comporte le soufre peut être soit sous forme thiol, soit sous forme disulfide, et elles comportent, elles aussi, plusieurs motifs de type CXXC. Elles sont maintenues réduites, non pas grâce à une réductase, mais par l'intervention du glutathion. Donc, vous voyez ici la chaîne qui va conduire à la signalisation par le peroxyde d'hydrogène. Alors, un mot juste sur ce changement ici, cette oxydation qui est non enzymatique. Les groupes SH des protéines peuvent être, je l'évoquais tout à l'heure, directement oxydés en groupes sulféniques. Là, ces groupes sulféniques peuvent subir une oxydation supplémentaire créant un pont disulfure ou leur permettre d'interagir via à nouveau un pont disulfure avec une autre molécule. Sinon, l'oxydation continue et passe alors à une étape sulfinique puis sulfonique qui n'est plus réversible. Alors, après ce passage peut-être un peu indigeste, mais qui était tout à fait indispensable, nous allons en venir aux aspects cellulaires. La signalisation, les étapes.
Dans un premier temps, et on est là seulement dans les années 76 à 82, un petit nombre d'études, montre que si on ajoute du peroxyde d'hydrogène dans des cultures cellulaires, eh bien on peut mimer les effets des facteurs de croissance. Et puis à l'inverse, si on stimule des cellules par des facteurs de croissance, on peut obtenir la production endogène de peroxyde d'hydrogène. Pourtant, ce n'est qu'à la fin des années 80, au début des années 90, qu'il a été montré que le fait d'ajouter une faible concentration de peroxyde d'hydrogène causait certes la prolifération des cellules, mais en 91, il a été montré qu'elle activait des facteurs de transcription. Et le premier d'entre eux qui était ainsi identifié est le facteur NF-κB. Ceci se situe dans les lymphocytes T. 5 ans plus tard, rebelote dans les macrophages. On s'aperçoit que le facteur de transcription, NF-κB, peut aussi être activé si on rajoute du peroxyde d'hydrogène aux cultures. Mais toutes ces observations ont eu très peu d'influence sur les recherches en biologie. Elles étaient considérées comme des spécialités du système immunitaire. Jusqu'au jour où on s'est aperçu, et c'est seulement en 2001, que cette transduction existait aussi dans les cellules non phagocytaires. Les NADPH oxydases, dont je vous ai montré qu'elles fournissent le superoxyde, l'anion superoxyde, qui va se transformer en peroxyde d'hydrogène, ont été découvertes alors dans des cellules non phagocytaires. Et c'est donc seulement vers les années 2000 que l'existence de cette signalisation a été révélée dans un ensemble de cellules non phagocytaires. Alors, nous allons voir quelques exemples de cette signalisation redox. Tout de suite, si je voulais couvrir l'ensemble de ce champ, il me faudrait y consacrer l'ensemble des cours qui viennent. Donc, je vais réduire mon propos à quelques exemples. Le premier exemple, et celui qui a été le premier découvert, concerne, ceci ne manque pas d'humour, une autre voie de signalisation, la phosphorylation. Il concerne les tyrosines phosphatases. Une tyrosine phosphatase particulière, ici elles sont abrégées en PTP, il s'agissait de la PTP1-bêta. Cette phosphatase possède dans son site actif une cystéine et 6 positions plus loin, une arginine. Entre les deux, 5 acides aminés qui sont quelconques. Lorsque la cystéine est oxydée, la phosphatase est inactivée. Alors, du fait de la position invariante de l'arginine, la cystéine au site catalytique a un faible pKa, c'est-à-dire une constante de dissociation acide. De ce fait, la cystéine existe sous la forme d'un anion thiolate qui a une sensibilité accrue à l'oxydation par le peroxyde d'hydrogène. Voyons le schéma. Un ligand vient se fixer à son récepteur, un récepteur particulier qui est phosphorylé. Ici, la phosphorylation est indiquée, ici le ligand du récepteur, ici la schématisation du récepteur, et là, les groupes phosphates. Si
la tyrosine phosphatase est oxydée. Je vous l'ai par le peroxyde d'hydrogène, schématisé ici, elle devient inactive. En conséquence, la phosphorylation et donc l'activité des récepteurs se maintient. Donc, le peroxyde d'hydrogène a la possibilité d'augmenter le taux des protéines phosphorylées. Alors, reste à identifier, bien sûr, dans chacune des situations, d'où vient l'augmentation du peroxyde d'hydrogène. Alors, au passage, on a longtemps considéré que le peroxyde d'hydrogène diffusait librement à travers les membranes. Aujourd'hui, on dit plutôt diffuse librement à travers certaines membranes. Certaines membranes semblent être peu perméables en raison de leur composition lipidique et on tente à faire intervenir pour l'entrée dans la cellule du peroxyde d'hydrogène extracellulaire des canaux de type aquaporine. D'une façon générale, bien sûr, toutes les cystéines ne sont pas sensibles au statut redox de la cellule. Seules certaines, en raison de leur potentiel d'oxydoréduction, en raison du contexte cellulaire, et leurs effets sont variables, l'effet de leur changement, soit de leur oxydation, soit de leur réduction, est variable selon la position de ces cystéines. Situées dans le site actif de la protéine, comme nous venons de le voir, s'il s'agit d'une enzyme, bien sûr je parle d'enzyme, on va en modifier l'activité. Deuxième cible, les facteurs de transcription. Alors là, il y a pléthore d'exemples. Les facteurs de transcription à doigt de zinc, ce qui lie l'ADN, souvent à travers 4 cystéines ou 2 cystéines et 2 histidines qui lient un zinc. Eh bien, la liste est longue parmi ces facteurs de transcription à doigt de zinc de ceux dont l'activité est modulée par le statut redox. SP1, le récepteur au glucocorticoïde. L'autre facteur de transcription EGR1, la P53, dont l'activation augmente l'expression des gènes antioxydants et qui contrôle en particulier un acteur majeur, TP53, LNP1, et qui a lui-même des fonctions antioxydantes. À côté des facteurs de transcription à doigt de zinc, beaucoup d'autres sont contrôlés. NRF2, qui est un facteur de transcription, donc, qui est sensible au statut redox. Sa transcription est augmentée grâce à la présence dans le promoteur de ce gène d'un élément de réponse aux antioxydants que l'on appelle ARE. Cet élément de réponse est présent dans beaucoup de gènes qui codent pour des protéines qui ont une activité antioxydante, la GST, la glutathion S-transférase, la GPX que nous venons de voir, les thiorédoxines, etc. NRF2, dans le cytoplasme, est associé à la molécule KIP1 lorsqu'elle est réduite. Changement de statut, oxydation. KIP quitte NRF2. NRF2, alors, gagne le noyau et sous l'action d'une thiorédoxine, ici la thiorédoxine 1 nucléaire, il est réduit et peut se fixer aux séquences ARE que j'évoquais tout à l'heure.
Nous reprenons le cours de cette liste. Alors, le facteur de transcription NF-kappa-B, je l'évoquais tout à l'heure, est lui aussi une cible. Et il contrôle l'expression de protéines antioxydantes, en particulier la superoxyde dismutase à manganèse et aussi les enzymes de synthèse du glutathion. Nous continuons les facteurs de transcription AP1, CJUN, la CJUN kinase, sont aussi sensibles au statut redox. Leur activation dépend de la thiorédoxine réductase qui réduit la thiorédoxine, qui gagne alors le noyau, etc. Donc, vous avez ici une indication de l'ampleur que prend aujourd'hui cette signalisation redox. Ampleur et jeu qui se joue dans l'ensemble de l'espace cellulaire. Voici ici un schéma qui date, mais qui figure, qui vous permet de voir un peu déjà la complexité de cette signalisation dans une cellule réduite à 3 compartiments, le noyau, la mitochondrie et le cytoplasme. Alors, j'en viens maintenant à ce qui va nous permettre de comprendre comment se fait cette signalisation et tout d'abord, comment décèle-t-on ces espèces réactives de l'oxygène. Une des techniques qui a été développée permet de comparer l'état des thiols des protéines dans 2 situations. Et là, on peut soit comparer l'état global à l'intérieur d'une cellule, soit on peut la comparer à cette même cellule soumise à un milieu réducteur ou soumise à un milieu oxydant. Ici, dans le schéma, il s'agit de la comparaison d'une mitochondrie, donc normale, et une mitochondrie soumise à un stress. Alors, ce qui va être décelé par cette technique, ce sont les thioloxydants. Son principe est le suivant. Dans un premier temps, on va extraire donc les protéines des mitochondries. Puis, on soumet les 2 échantillons au NEM, N-éthylmaléimide, qui bloquent les thiols oxydés. Alors, ensuite, pardon, je crois que je me suis trompée, qui bloquent les thiols réduits, excusez-moi. Alors, les thiols qui n'ont pas été donc bloqués sont alors oxydés. Pardon, les thiols qui n'ont pas été bloqués sont les thiols oxydés. Ces thiols-là vont ensuite être réduits par du DTT. Réduits par du DTT, donc sous la forme thiol, on leur applique le même composant que précédemment, mais couplé à un fluorochrome vert d'un côté qui émettra dans le vert et couplé à un fluorochrome qui émettra dans le rouge de l'autre côté. Puis, on va soumettre à un gel bidimensionnel les échantillons, séparés et mélangés. Là où la fluorescence, la couleur est jaune, ceci indique qu'il y a conjugaison des mêmes espèces moléculaires, donc des mêmes groupements oxydés qui ont ensuite de ça été réduits. Là où on a une tache rouge, ceci indique que sous l'effet du changement du milieu dans lequel baignait la cellule, on a fait apparaître des espèces oxydées. Alors, vous le voyez ici, donc je ne vais pas entrer dans les détails. On peut mesurer, par exemple,
sous l'effet de doses croissantes d'oxydants, comment varie le degré d'oxydation des molécules. Une autre technique a été utilisée, sur laquelle je ne vais pas trop m'appesantir, mais qui permet de déceler les formes sulféniques, c'est-à-dire les formes oxydées des thiols, et qui utilise le dimédone ou DCP qui peut être couplé à la fluorescence. Le grand changement dans le champ est survenu avec le développement de l'imagerie redox. Quel est son objectif? Son objectif est de déceler le statut redox de la cellule, mais cette fois-ci localisé dans l'espace cellulaire ainsi que ses variations dans le temps. En effet, ces espèces réactives de l'oxygène sont compartimentalisées, nous l'avons vu également pour les enzymes, et donc jouent un rôle à la fois local et pour le peroxyde d'hydrogène vont diffuser. Alors, comment ont été fabriquées ces molécules senseurs du statut d'oxydoréduction? Eh bien, dans cette molécule que vous voyez ici, la GFP, on l'a transformée pour en faire une ρGFP, ici ρGFP2, pour donc statut réduit et oxydé. Et la modification a consisté en l'ajout de deux cystéines qui peuvent ou non former des ponts disulfures, et quand elles forment des ponts disulfures, elles vont lier deux brins adjacents qui sont adjacents au chromophore. Et l'état réduit ou oxydé de ces cystéines détermine les propriétés d'excitation de ces GFP, ρGFP, à une longueur d'onde particulière. Ce fut donc la première étape. La seconde étape a eu lieu, là on est en 2004, c'est un pas qui a été franchi seulement récemment et qui a consisté à essayer non plus d'avoir un détecteur, un biosenseur comme celui que je viens d'indiquer, complètement indifférencié par rapport à son substrat, mais de générer des ρGFP couplés à des détecteurs du peroxyde d'hydrogène ou couplés à des détecteurs de l'état d'oxydation ou de réduction du glutathion. Ceci a été fait, vous le voyez ici, en couplant pour le glutathion, la glutathion redoxine, et vous voyez la sensibilité quand on ajoute du glutathion. L'autre enzyme qui a été rajoutée est une thiolperoxydase. Elle est d'origine microbienne, abrégée en ORP, couplée physiquement à nouveau à la ρGFP. Sous l'action du peroxyde d'hydrogène, elle est oxydée. Elle va transférer ensuite de ça permettre d'oxyder la ρGFP2 adjacente. Donc on dispose maintenant, grâce à cette imagerie redox, de la possibilité de détecter la concentration de peroxyde d'hydrogène et la concentration du glutathion. En plus, il s'agit bien sûr de produits de l'ingénierie génétique. On peut les cibler à un compartiment donné. On peut décider, en leur ajoutant des séquences appropriées, de les situer dans le cytoplasme, dans la mitochondrie ou dans le noyau. Alors, vous allez voir ici une illustration
de l'utilisation de ces biosenseurs redox in vivo. C'est la première illustration de ce type qui a été décrite, je crois que c'est en 2011, et il s'agit, oui, de 2011, par le groupe de Thomas Dick, qui a généré des drosophiles transgéniques pour ces deux types de réactifs, et il a obtenu 4 lignées, une détectant le glutathion, une détectant le peroxyde d'hydrogène, ciblées dans le cytoplasme, et les mêmes ciblées dans la mitochondrie. Eh bien, ce dont il a pu faire la preuve, c'est du fonctionnement de ces détecteurs. Vous voyez ici donc le détecteur du glutathion, la glutarédoxine. Ici est illustrée la validité de l'approche qui permet de révéler à 488 nanomètres d'excitation la forme réduite et à l'inverse, lorsqu'on passe la larve, qui était donc dans un milieu réduit, un milieu oxydant, on détecte une émission après excitation à 405. Même chose au niveau mitochondrial. Même validation en ce qui concerne cette fois-ci le peroxyde d'hydrogène, avec son détecteur donc placé et qui s'exprime dans le cytoplasme des cellules et à côté dans les mitochondries. Donc, ici a été fait la preuve que l'on peut utiliser ces détecteurs pour déceler l'état redox et en particulier la concentration de peroxyde d'hydrogène et la forme du glutathion réduite ou oxydée. Alors me direz-vous, que faire avec de tels outils? Eh bien, on peut poser une série de questions et nous allons voir les réponses qui ont été apportées, qui sont aujourd'hui partielles. La première question qu'on a envie de poser, c'est oui ou non, est-ce que le vieillissement est en rapport avec une oxydation accrue? C'est ce qu'on peut lire partout, mais ceci fait l'objet de débats. Deuxième question, tel gène, n'importe quel gène, a-t-il un effet sur le statut redox des cellules? Et puis, tel agent pharmacologique que l'on nous vend comme un antioxydant, nous verrons le cas de la N-acétylcystéine, agit-il véritablement comme un antioxydant? Alors, la réponse à ces trois questions par trois illustrations. Nous revenons à nos larves de drosophiles, nos 4 lignées, et on regarde en fonction du temps comment se comporte le niveau de glutathion oxydé versus réduit, et ce qui n'est pas figuré ici, comment se comporte le niveau de peroxyde d'hydrogène. Aucune modification du peroxyde d'hydrogène, ni dans le cytoplasme, ni dans la mitochondrie. Aucune modification non plus du glutathion dans la mitochondrie. La seule anomalie qui a été détectée, elle porte sur le glutathion du cytoplasme, chez les femelles plus que chez les mâles. Mais alors là, le résultat est complètement paradoxal, puisque en réalité, ce que l'on voit, c'est qu'il y a augmentation de l'état réduit. Donc, rien ici qui vient soutenir une oxydation accrue avec l'âge. Deuxième type d'élément, nous allons réduire au silence un gène donné. Ici, on a choisi de réduire au silence
le gène qui code, c'est un gène qui code pour une enzyme dite JAFRAC, et nous allons voir quel est son effet sur les 4 larves. Eh bien, cette enzyme, dont je ne retrouve plus le rôle, mais je ne vais pas tarder, qui est une peroxyréducine, donc qui modifie la concentration d'H2O2. Est-ce que oui, on doit modifier la concentration de H2O2? Est-ce que c'est vrai? Là, il y a validation. Il y a validation, mais la validation que l'on obtient se situe au niveau du glutathion, aussi bien dans le cytoplasme, ici, donc dans ce cas, qui est situé donc dans les tubules rénaux. Dernier élément, la N-acétylcystéine a-t-elle l'effet réducteur que l'on attend au niveau du glutathion et au niveau de la baisse donc de la production du peroxyde d'hydrogène? Voyons les sondes qui révèlent l'état donc du glutathion et l'état du peroxyde d'hydrogène dans le cytoplasme et dans la mitochondrie. Aucune modification sous l'effet de la N-acétylcystéine dans le cytoplasme en ce qui concerne le glutathion et le peroxyde d'hydrogène. Au niveau de la mitochondrie, non, c'est là que l'effet pas. Pardon, excusez-moi. Je ne vais pas revenir sur la diapositive d'avant, mais il n'y avait pas le. Je me suis trompée. Il y avait, excusez-moi, il y avait l'augmentation attendue ici de l'oxydation. C'est ici qu'il y a un problème. Le N-acétylcystéine que vous voyez là, donc j'ai dit aucune modification avec les sondes situées dans le cytoplasme, aucune modification non plus pour le glutathion mitochondrial, une modification pour la concentration de peroxyde d'hydrogène, mais c'est là qu'est le paradoxe. On s'attend, puisqu'il s'agit d'un composé dit antioxydant, à une chute du peroxyde d'hydrogène et on a une élévation. Et de ce fait, les auteurs reviennent sur un certain nombre d'études que je mentionnerai lors du dernier cours et qui indiquent que la N-acétylcystéine ne devrait peut-être pas être considérée comme un agent antioxydant tous azimuts, mais seulement un modulateur de l'état d'oxydoréduction. Alors maintenant, je vais en venir à la conversation, en quelque sorte, de la signalisation redox dans l'espace cellulaire, c'est-à-dire au dialogue entre les différents compartiments. Et je vais illustrer ce point à travers un article publié dans Science Signaling en 2012. Il explore, cette fois-ci, les fondements de la modulation de la réponse transcriptionnelle à l'hypoxie. Pourquoi l'hypoxie nous intéresse dans ce cadre? Parce que l'hypoxie conduit aussi à la production d'espèces réactives de l'oxygène. Brièvement, on sait que donc, ce que je viens de dire, c'est-à-dire que l'hypoxie induit la formation d'espèces réactives de l'oxygène dans les mitochondries, principalement via le complexe 3 de la mitochondrie. Cette production est en rapport avec la signalisation du facteur HIF1-alpha, le régulateur majeur des réponses hypoxiques. Alors, plusieurs interprétations sont proposées quant à la façon dont agit ce facteur HIF1. Soit le facteur HIF1 se fixe aux éléments de réponse des promoteurs des gènes qui répondent à HIF1 au niveau des éléments de réponse nommés HRE. Soit d'autres font intervenir
la contribution directe des espèces réactives de l'oxygène qui modifierait les bases critiques à proximité du site de fixation de HIF1 alpha. Alors nous allons voir les résultats obtenus en ce qui concerne cette signalisation. Les mitochondries sont des organites mobiles. Elles peuvent se redéployer dans l'espace sous-membranaire à travers le cytoplasme. Elles peuvent gagner l'espace périnucléaire. Il a été montré que dans les lymphocytes stimulés, en raison de leur rôle dans l'homéostasie calcique, le mouvement des mitochondries qui viennent se localiser à proximité du canal calcique module l'activité de ce canal. Par ailleurs, on sait que les mitochondries, lorsqu'elles viennent se localiser à côté du réticulum endoplasmique, peuvent en libérer le calcium. Voyons la localisation des mitochondries en cas d'hypoxie. Ici, nous avons affaire à des cellules endothéliales qui proviennent d'artères pulmonaires. Les cellules que vous voyez ont ici leur noyau en bleu, leur cytoplasme en vert, ce sont les microtubules qui sont ainsi révélés, et en rouge les mitochondries. Dispersées, assez dispersées dans le cytoplasme, dans des conditions d'oxydation normales, en hypoxie, vous les voyez s'approcher du noyau. Quelle est la cinétique de ce phénomène? Sous la forme de cet histogramme, vous la voyez, dès la première heure, après la baisse de la concentration en oxygène, on voit les mitochondries se rapprocher du noyau. La réponse est maximale à 3 heures, puis décroît. Ici, sa quantification sous la forme de la présence des mitochondries par rapport à leur distance au noyau, dans des conditions, et donc le pourcentage des mitochondries à chaque point, les conditions normales, tracées carré noir, les conditions après 3 heures d'hypoxie, vous voyez le déplacement des mitochondries à proximité du noyau. Est-ce que ce mouvement implique les microtubules? Pour répondre à cette question, 2 expériences ont été faites, la déstabilisation des microtubules par le nocodazole et l'inhibition du mouvement des mitochondries le long des microtubules, mouvement dont on sait qu'il implique l'édinéine, et là on utilise un SIRN qui baisse l'expression de la chaîne lourde d'édinéine. Eh bien, dans ces conditions, vous voyez toujours l'hypoxie sous la forme des carrés blancs. Que se passe-t-il si on déstabilise les microtubules? On n'a plus ce mouvement des mitochondries. Si on inhibe la formation des inédines, même chose, on perd le mouvement mitochondrial. Ceci est illustré là, où vous voyez donc l'effet de l'hypoxie sur le mouvement mitochondrial antagonisé en présence du nocodazole. Alors, on peut ensuite se poser la question du rôle des espèces réactives de l'oxygène produites dans les mitochondries dans ce mouvement. Et pour ce faire, on peut inhiber la production des espèces réactives de l'oxygène dans la mitochondrie au niveau du complexe 3 par le mixothiazole. On peut aussi activer la production des espèces réactives de l'oxygène par l'antimycine A. On peut aussi voir ce qui se passe si on inhibe les espèces réactives de l'oxygène, comme on le pense, par la N-acétylcystéine.
Eh bien, tout d'abord, voyons ce qui se passe. Lorsque l'on rajoute cet inhibiteur de la formation des espèces réactives de l'oxygène, eh bien, dans ce cas, il n'y a pas en hypoxie de mouvement des mitochondries vers le noyau. Donc, il y a nécessité de la production des espèces réactives de l'oxygène. Et que se passe-t-il en présence de N-acétylcystéine? Eh bien, en présence de N-acétylcystéine, on voit que ce mouvement est modifié. Donc, au total, ceci implique la production des espèces réactives de l'oxygène dans ce mouvement. Alors, on va maintenant utiliser les biosenseurs pour examiner la façon dont les différents compartiments répondent dans ces conditions d'hypoxie. Alors, donc, nous allons utiliser, le temps passant, je ne peux pas trop entrer dans les détails, nous allons utiliser la Rho-GFP2, donc qui n'est pas spécifique pour le glutathion et le peroxyde d'hydrogène. Et puis, nous allons également utiliser un autre composé que nous verrons ultérieurement. Alors, que voit-on en présence de Rho-GFP2? Ici, il faut comparer sur ces deux cellules la situation lors de l'hypoxie et dans des conditions normales d'oxygène, de concentration d'oxygène. On voit qu'il y a une réponse oxydante majeure sous l'effet de l'hypoxie et qui se situe, lorsque l'on compare, aussi bien au niveau du noyau que du cytoplasme. Est-elle perturbée par la déstabilisation des mitochondries, c'est-à-dire le mouvement des microtubules, c'est-à-dire le mouvement des mitochondries? Eh bien, ici, on voit qu'en présence de nocodazole, on n'a pas cette augmentation du signal d'oxydation et que si on utilise à nouveau un petit ARN dirigé contre la chaîne lourde de l'adénéine, on n'a pas non plus cette oxydation au niveau du noyau et au niveau du cytoplasme. Ici, les résultats quantifiés pour le nocodazole et ici, donc, pour la chaîne lourde de la myosine. Et vous avez ici un contrôle avec un siRNA qui ne reconnaît pas la chaîne lourde de l'adénéine. Alors, on peut utiliser un autre composé pour déceler quelque part plus finement où sont les zones d'oxydation maximale. Ce composé, c'est la dichlorofluorécéine diacétate, abrégé, comme vous le voyez ici, en DA. En conditions d'oxydation normale, vous voyez que l'oxydation a principalement lieu au niveau cytoplasmique, mais pratiquement pas au niveau nucléaire. En conditions d'hypoxie, on voit là une oxydation absolument majeure au niveau du noyau. Si on supprime l'expression des espèces réactives de l'oxygène avec le même composé que tout à l'heure qui agit sur le complexe 3 des mitochondries, on voit donc la baisse de ce signal d'oxydation. Qu'en est-il dans les deux conditions qui modifient soit la stabilité des microtubules, soit le mouvement des mitochondries le long de ces microtubules? On voit qu'alors le signal d'oxydation est beaucoup plus faible
et qu'en présence d'un inhibiteur de la dynéine, il est strictement localisé au noyau. Au total, on en vient à conclure que sous l'effet de l'hypoxie, ce qui se passe, c'est la modification du statut d'oxydoréduction du noyau, qui est davantage ici oxydé en fonction du temps, comme vous le voyez. Alors, il est davantage oxydé, et si l'on regarde de quoi dépend cette oxydation du noyau, vous la revoyez donc ici en hypoxie. Si on applique le nocodazole, il n'y a plus d'oxydation du noyau. Si on applique le petit ARN dirigé contre la chaîne lourde de la dynéine, il n'y a plus non plus d'oxydation. Alors maintenant, on a donc un scénario dans lequel, sous l'effet de l'hypoxie, les mitochondries se rapprochent du noyau, elles produisent des espèces réactives de l'oxygène, et ces espèces réactives de l'oxygène diffusent jusqu'au noyau. Comment expliquer la réponse transcriptionnelle induite par l'hypoxie, en réponse donc à ces espèces réactives de l'oxygène que l'on trouve dans le noyau? Ce qui a été fait, c'est de regarder si, au niveau du promoteur du VEGF, je suis désolée, le VEGF n'apparaît plus sur la diapositive, au niveau, c'est-à-dire de ce facteur de croissance de l'endothélium vasculaire, on avait une modification des bases situées à proximité de son site de liaison HRE. Eh bien, c'est ce que l'on voit. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'hypoxie a modifié directement le niveau d'oxydation des bases de ce promoteur qui dépend du facteur HIF1. Si tout le scénario est exact, quand on rajoute du nocodazole et que l'on déstabilise les microtubules, alors on ne doit pas observer cette oxydation de la guanine. C'est le cas, même chose avec ce siRNA dirigé contre la chaîne lourde des dynéines. Y a-t-il ce que l'on observe en cas d'hypoxie, c'est-à-dire l'augmentation de la production même du messager qui code pour HIF1-alpha? La réponse est à nouveau oui, et elle est aussi, cette augmentation des messagers, dépendante des microtubules, donc dépendante, on peut dire, du déplacement des mitochondries. Donc on peut proposer le modèle suivant qui résume l'ensemble des expériences. Ici le noyau, ici le cytoplasme, ici une oxygénation normale, là on passe en hypoxie. Les mitochondries vont se déplacer vers le noyau. Elles libèrent alors des espèces réactives de l'oxygène. Alors, sous ce terme-là que j'ai employé depuis le début, on ne peut pas aujourd'hui mettre un nom, puisque on n'a pas véritablement identifié quel était le messager. Tout porte à croire, selon les auteurs, qu'il s'agit du peroxyde d'hydrogène, puisque c'est lui qui peut diffuser librement. Il va donc augmenter l'état d'oxydation du noyau avec deux effets. Un effet sur l'oxydation des bases situées à proximité des éléments de réponse HRE et également augmentation de la transcription du facteur HIF1 lui-même. Alors, il ne me reste que quelques minutes pour parcourir la littérature sur les effets de cette signalisation
plutôt les anomalies de cette signalisation dans les surdités. Je devrais commencer par la fin, parce que chacun s'accorde à penser que la presbyacousie est due à un processus de vieillissement et qui, par conséquent, est en rapport avec l'augmentation des espèces réactives de l'oxygène. Quel élément chez l'homme soutient, plutôt vient à l'appui de cette façon de voir? Chez l'homme, très peu, si ce n'est la modification, les mutations qui ont été trouvées dans la glutathion S-transférase abrégée en GST et sous deux enzymes, pour deux enzymes, la M1 et la T1. Cependant, ce point, nous aurons l'organisation d'y revenir, fait débat. Pourquoi? Parce que dans les populations normales, ces deux enzymes sont le siège de délétions, de duplications, de modifications très nombreuses. On part ainsi dans les populations caucasiennes avec 50% d'altération. Alors, allez voir si, oui ou non, en cas de presbyacousie, on s'élève au-delà de 50%. C'est un défi qui n'est pas simple et qui ne peut être relevé que par une comparaison stricte de populations atteintes de presbyacousie versus de populations non atteintes de même origine ethnique. En l'absence de cette approche rigoureuse, les conclusions seront invalides. Par contre, si on s'intéresse au modèle, et j'aurai l'occasion d'y revenir, je dirais heureusement, parce que je pense que vous ne voyez peut-être pas grand-chose, au modèle de presbyacousie chez la souris, alors qu'il s'agisse de modèles en rapport avec la mutation de certains gènes ou certaines souches de souris qui vieillissent prématurément, systématiquement, on voit qu'est mentionné un stress oxydant, qu'est mentionné l'existence d'anomalies sur des thiols. Donc aujourd'hui, on a une véritable dissociation entre ce que dit la génétique humaine, et on peut dire qu'elle dit peu, et ce que dit la génétique de la souris, qui, elle, appuie l'idée d'un rôle très important du stress oxydant et des espèces réactives de l'oxygène dans la presbyacousie. Alors, je vais terminer par ce qui aurait pu être une superbe illustration du rôle des espèces réactives de l'oxygène dans une forme de surdité. Alors, il est une autre forme que je ne discuterai pas ici parce qu'elle ne tourne pas autour des espèces que j'ai mentionnées, mais des espèces fer-soufre, qui est la forme du syndrome de Wolfram qui est liée à MINER1. Je n'en parlerai pas puisque je n'ai pas été amené à évoquer ces espèces fer-soufre. La surdité dont je voudrais dire quelques mots est la surdité DFNB 25. Il a été trouvé des mutations dans un gène sur lequel je vais revenir, mutations dans la phase codante, créant un stop ici et modifiant ici, il s'agit d'un faux sens, une cystéine. Puis des altérations à proximité de ce site accepteur d'épissage et à proximité de ce site donneur d'épissage. Ces mutations ont été validées par diverses approches, dont je tiens à signaler au passage l'existence de lignées lymphoblastoïdes des patients qui ont permis de montrer qu'il y avait de fait des anomalies d'épissage chez les patients pour lesquels elles étaient prédites. Voyons maintenant l'audiogramme. Qu'en est-il de la surdité?
très variable d'un individu à l'autre et d'une mutation à l'autre, puisque ici vous avez une élévation du seuil qui est seulement de 40 décibels, et là on est dans une cophose, c'est-à-dire une absence complète de détection des sons. Et une progression qui certes existe, mais qui est variable, qui s'étend de 0,3 décibels à 3 décibels par décennie. Aucune explication. Aucune explication, mais une explication dans le papier qui est associé et qui porte sur l'étude d'un mutant de souris, ou plutôt deux mutants de souris, qui ont reçu le nom de pirouette. Vous comprenez qu'ils ont des troubles du vestibule, ils ne sont pas seulement atteints dans l'audition. Ces mutants, il en existe de 5 types, possèdent soit une inversion dans le même gène que celui qui vient d'être identifié chez l'homme, soit des insertions situées donc au niveau intronique, soit de grandes délétions. Alors, l'analyse de la molécule un peu plus poussée dans ce papier donne les éléments suivants. Premièrement, nous voyons l'existence de couples de cystéine CXXC, CXXC, qui pourraient bien, après tout, puisqu'ici il y en a 4, lier le zinc, comme nous l'avons vu, pour un certain nombre d'enzymes impliquées dans le métabolisme redox. Ici est soulignée une région qui a une homologie avec les glutaredoxines, d'où l'introduction de cette surdité. Homologie que vous voyez ici illustrée sous la forme de cet alignement, dans lequel vous noterez cependant que la glutaredoxine a 2 cystéines, alors que la molécule défectueuse, aussi bien chez les patients atteints de surdité que chez les mutants murins pirouette, elle ne possède qu'une cystéine. Sinon, on conclurait tout de suite à une glutaredoxine. Là, on ne peut pas le faire. 2 hypothèses. Soit nous avons affaire à une glutathion transférase qui, elle, ne possède dans son site actif qu'une cystéine, soit il s'agit d'une glutaredoxine, mais qui a perdu toute activité enzymatique. Alors, où est exprimée cette molécule? Eh bien, vous le voyez, elle est exprimée dans les stéréocyles. Les stéréocyles, des cellules ciliées externes comme des cellules ciliées internes, également, elle est exprimée dans le vestibule. Si on l'exprime dans des lignées de cellules qui forment des microvillosités, elle vient se localiser dans les microvillosités. Quel est son rôle? Eh bien, son rôle ne sonne peut-être qu'une hypothèse, fondée sur le phénotype associé à ces mutants pirouettes qui sont donc sourds. La touffe ciliaire, et on s'y attend, est anormale. Elle est anormale parce que les stéréocyles sont souvent plus courts et ils sont plus fins. Donc, que fait cette molécule? Elle contrôle sûrement le statut d'oxydoréduction. Elle le contrôle peut-être par une activité enzymatique qui vient contrôler la polymérisation de l'actine de façon modérée, rien à voir avec le phénotype que l'on trouve par exemple chez les mutants défectueux en myosine 15 ou en wirline. Et de plus, on peut penser qu'elle a peut-être un rôle sur la nucléation de l'actine, puisque lorsque les stéréocyles maturent, ils sont initialement fins, puis viennent s'ajouter de nouveaux
filaments qui en élargissent le diamètre. Voilà, on en est là, et ceci illustre aussi toute la difficulté quand vous avez identifié une nouvelle molécule, impliquée, en particulier dans ce métabolisme redox dont on sait encore aujourd'hui peu de choses, de véritablement être capable de montrer quelle est son activité, c'est-à-dire enzymatique ou non, et quel est ensuite de ça son rôle. Merci de votre attention.